Elle a utilisé l'argent des funérailles de sa propre mère et depuis ce jour, plus rien n'a jamais été normal dans sa vie. Quand Aïcha repense à cette nuit aujourd'hui, des années plus tard, il y a une chose qu'elle se répète encore dans sa tête presque tous les jours. Si j'avais trouvé une autre solution, ma vie ne se serait peut-être jamais détruite comme ça. Mais ce soir-là, enfermée seule dans son petit appartement humide, avec ses 2 enfants endormis dans la chambre voisine, elle n'avait plus l'impression d'avoir le choix. Tout autour d'elle s'écroulait déjà depuis longtemps. Les factures impayées, les menaces d'expulsion, les médicaments de son fils qu'elle ne pouvait plus acheter régulièrement, les appels du propriétaire qui devenaient de plus en plus agressifs. Et cette fatigue profonde que beaucoup de personnes comprennent quand elles ont passé des années à survivre sans jamais pouvoir respirer vraiment. Aïcha avait 34 ans, mère célibataire de 2 enfants. Son mari l'avait abandonnée 4 ans plus tôt pour une autre femme après être parti travailler dans une autre ville. Au début, il promettait d'envoyer de l'argent pour les enfants. Puis les appels étaient devenus rares. Ensuite, plus rien. Aïcha avait appris à ne plus attendre. Elle travaillait comme caissière dans un petit supermarché du quartier. Le salaire suffisait à peine à payer le loyer et quelques courses. Chaque fin du mois ressemblait à une guerre silencieuse contre les dépenses. Son fils Ibrahim souffrait d'asthme sévère depuis l'âge de 3 ans. Certains mois, elle devait choisir entre acheter ses médicaments ou payer l'électricité. Sa fille Mariam avait commencé à comprendre très jeune que leur mère pleurait souvent seule la nuit quand elle pensait qu'il dormait. Et malgré tout ça, Aïcha tenait encore debout grâce à une seule personne, sa mère. Sa mère l'appelait tous les jours, parfois juste pour parler quelques minutes, parfois pour lui apporter un sac de riz ou garder les enfants pendant qu'elle travaillait. Quand Aïcha n'avait plus rien à manger, c'était souvent chez sa mère qu'elle allait discrètement. Et même quand elle se disputait, Aïcha savait qu'au fond, sa mère était son dernier vrai refuge. Puis un matin, tout bascula. Aïcha était au travail quand son téléphone vibra plusieurs fois d'affilée. Elle hésita avant de répondre parce qu'elle était assise à la caisse. Mais quelque chose dans son ventre lui donna soudain peur. Quand elle décrocha le téléphone, elle entendit les pleurs de sa tante, puis une phrase qu'elle n'oublierait jamais. « Ta mère est tombée ce matin. Elle est morte avant d'arriver à l'hôpital. » Aïcha sentit ses jambes devenir molles. Le bruit du magasin semblait soudain très loin. Elle resta figée pendant plusieurs secondes avant de s'effondrer en larmes devant les clients. Les jours suivants passèrent dans un brouillard total. La maison familiale remplie de monde. Les femmes en noir assises au salon. Les prières, les pleurs, les odeurs de café et d'encens mélangées à la chaleur lourde de la maison. Les gens entraient et sortaient sans arrêt. Et comme souvent dans beaucoup de familles africaines, tout le monde cotisait pour les funérailles. Les voisins, les collègues, les cousins éloignés, même des personnes que la famille n'avait pas vues depuis des années, envoyaient de l'argent pour aider. Parce que dans leur culture, les funérailles étaient sacrées. On ne plaisantait pas avec ça. Honorer un parent mort dignement était une question de respect, de dignité, parfois même d'honneur familial. L'argent commença donc à s'accumuler rapidement. Sa tante Mariama gérait les listes des dons dans un cahier. Chaque nom, chaque montant était soigneusement noté. Après plusieurs jours, plus de 3 millions de francs avaient été réunis pour organiser les funérailles, nourrir les invités, payer le transport, les vêtements, l'enterrement et toutes les dépenses liées au décès. Comme Aïcha était la fille aînée, l'argent fut confié chez elle. « Fais attention à cette enveloppe », lui dit sa tante, en lui tendant la boîte métallique contenant les billets. « Cet argent n'est plus vraiment à nous maintenant. Il appartient au départ de ta mère. » Cette phrase resta à jamais dans la tête d'Aïcha. Ce soir-là, quand tout le monde partit enfin, l'appartement redevient silencieux. Ses enfants dormaient déjà. Aïcha s'assit seule dans le salon, épuisée, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Puis son téléphone vibra. Un message du propriétaire. « Demain, dernier délai, sinon je change les serrures. »
Puis un autre. La pharmacie lui rappelait que les médicaments de son fils n'étaient toujours pas payés. Puis l'école de sa fille. Aïcha posa lentement le téléphone sur la table et regarda la boîte métallique. Elle essaya de ne pas y penser, mais son regard revenait toujours dessus. Finalement, elle ouvrit la boîte. Les billets étaient là, épais, serrés les uns contre les autres. Une somme qu'elle n'avait jamais vue réunie devant elle auparavant. Et une pensée traversa son esprit. Juste un peu, seulement le temps de respirer. Je remettrai l'argent après les funérailles. Personne ne saura. Elle referma immédiatement la boîte, choquée par sa propre pensée. Non, c'est l'argent des funérailles de sa mère. Mais plus la nuit avançait, plus la peur grandissait dans sa poitrine. Elle imagina ses enfants expulsés, son fils sans médicaments, sa fille renvoyée de l'école, elle-même dormant peut-être bientôt chez des proches avec 2 enfants et aucun argent. Elle éclata en sanglots. Puis, vers 2 heures du matin, elle reprit la boîte. Cette fois, elle prit 500 000 francs. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à respirer. Le lendemain, elle paya le propriétaire et acheta les médicaments. Elle paya une partie des frais de scolarité. Et pendant quelques heures, elle ressentit un soulagement immense, soulagement presque honteux. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que ses enfants étaient en sécurité. Mais ce soulagement ne dura pas. 2 jours avant les funérailles, son oncle demanda à recompter l'argent pour préparer les dernières dépenses. Aïcha sentit immédiatement son cœur s'arrêter. Ils comptèrent, puis recomptèrent. Le silence devient lourd. Il manque 500 000 francs. Aïcha répondit trop vite. Non, vous avez dû mal compter. Mais ils recomptèrent encore. Toujours la même somme manquante. Et ce moment-là changea toute la famille. Parce qu'à partir de cette minute, les regards changèrent. Les soupçons commencèrent. Une tante regarda discrètement une cousine déjà connue pour avoir des problèmes d'argent. Un oncle demanda qui avait accès à l'appartement. Des murmures commencèrent dans le couloir. Et Aïcha resta silencieuse. Ce silence allait détruire beaucoup plus que l'argent lui-même. Les jours suivants furent horribles. Les funérailles approchaient, mais l'ambiance familiale devenait de plus en plus lourde. Certaines personnes évitaient déjà de se parler. Sa cousine Safi fut presque directement accusée par 2 femmes de la famille parce qu'elle était au chômage depuis longtemps. Quand Safi éclata en pleurs, en jurant qu'elle n'avait rien pris, Aïcha sentit quelque chose se casser à l'intérieur d'elle. Mais elle ne parla toujours pas. Elle avait trop peur. Peur de la honte, peur du regard des autres, peur de devenir la fille qui a volé l'argent des funérailles de sa propre mère. Alors elle continua de mentir. Et c'est à partir de là que les choses commencèrent à devenir étranges. Très étranges. La première nuit, elle rêva de sa mère. Pas un rêve normal. Sa mère était assise dans le salon familial, exactement à la même place où elle s'asseyait quand elle était vivante. Mais elle ne parlait pas. Elle regardait juste Aïcha fixement avec un regard triste, déçu. Aïcha se réveilla en sueur. Puis les rêves commencèrent à revenir presque chaque nuit. Toujours le même regard, toujours ce silence lourd. Puis sa fille Mariam commença elle aussi à dire des choses inquiétantes. « Maman, mamie était dans ma chambre hier. » Aïcha sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me regardait. Non, tu as rêvé. Mais la petite secoua la tête lentement. Non. Elle m'a demandé pourquoi tu avais pris son argent. Cette phrase détruisait quelque chose à l'intérieur d'Aïcha. Et pourtant, ce n'était encore que le début. À partir de ce moment-là, Aïcha ne connut plus une seule nuit de paix. Elle essayait de continuer normalement. Devant les autres, elle faisait semblant. Elle aidait à préparer les funérailles, accueillait les visiteurs, servait le café, remerciait les gens venus présenter leurs condoléances. Mais intérieurement, elle avait l'impression que quelque chose l'écrasait lentement. Et puis les jours passaient. Puis les tensions dans la famille devenaient graves. Sa cousine Safi, celle qu'on soupçonnait directement,
finit par exploser un soir devant tout le monde. Vous pensez tous que c'est moi parce que je suis pauvre? Le salon devint silencieux. Une tante détourna le regard. Un oncle murmura. Mais personne n'a dit ça? Mais tout le monde savait que c'était faux. Sa fille éclata en sanglots avant de quitter la maison. Et Aïcha resta assise là, sans rien dire pendant que sa propre famille commençait à se déchirer à cause d'un mensonge qu'elle seule pouvait arrêter. Cette nuit-là, elle fit un autre rêve. Elle marchait seule derrière le cercueil de sa mère. Tout le monde autour d'elle pleurait. Puis soudain, le cercueil s'ouvrait et sa mère la regardait droit dans les yeux avant de dire calmement « Mais pourquoi tu m'as fait ça ?» Aïcha se réveilla en criant. Ses enfants accoururent immédiatement. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle regarda autour d'elle, tremblante, incapable de respirer correctement. Son fils Ibrahim commença alors à tousser violemment. Une crise d'asthme. Encore. Aïcha passa presque toute la nuit à l'hôpital avec lui. Quand elle entra au petit matin, épuisée, elle trouva quelque chose devant sa porte. L'enveloppe des funérailles, posée au sol. Alors qu'elle était censée être dans son armoire, elle resta figée plusieurs secondes. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à la toucher. Quand elle ouvrait la boîte métallique, l'argent était toujours là. Mais dessus, quelqu'un avait posé une photo de sa mère. Aïcha sentit ses jambes céder. Elle regarda autour d'elle dans le couloir vide. Personne. Elle entra rapidement dans l'appartement et verrouilla la porte. Toute la journée, elle essaya de se convaincre qu'un membre de sa famille avait dû déplacer la boîte sans la prévenir. Mais au fond d'elle, elle commençait réellement à avoir peur. Les funérailles eurent finalement lieu 2 jours plus tard. Des centaines de personnes étaient présentes. Les pleurs, les prières, les chants religieux, les femmes habillées en noir, la poussière du cimetière, la chaleur lourde du soleil. Aïcha avait l'impression de vivre la journée derrière une vitre, comme si elle n'était plus complètement présente. Pendant l'enterrement, alors que les gens jetaient la terre sur la tombe de sa mère, elle entendit soudain une vieille femme murmurer derrière elle. Les morts emportent rarement leurs secrets seuls. Aïcha se retourna immédiatement, mais la femme avait disparu dans la foule. Cette phrase la poursuivit pendant des semaines. Après les funérailles, elle pensa que tout allait peut-être enfin se calmer. Mais c'est exactement l'inverse qui arriva. Les problèmes commencèrent à s'enchaîner à une vitesse presque irréelle. Elle perdit son emploi après une erreur de caisse de plusieurs centaines de milliers de francs. Elle jura qu'elle n'avait rien volé, mais personne ne l'a cru. Quelques jours plus tard, Ibrahim fit une nouvelle crise d'asthme, encore plus grave que les précédentes. Puis l'école de Mariam menaça officiellement de la renvoyer. Puis le propriétaire revint réclamer plusieurs mois d'arriérés supplémentaires. Aïcha avait l'impression que sa vie entière s'effondrait morceau par morceau. Et les rêves continuaient. Toujours sa mère. Toujours ce regard triste. Jamais de cris, jamais de violence. Juste cette déception silencieuse qui détruisait Aïcha beaucoup plus qu'une punition. Elle arrêta presque de dormir. Ses cernes devenaient visibles. Même ses enfants commencèrent à remarquer son changement. « Maman, pourquoi tu pleures tout le temps maintenant ?» Mais elle ne savait plus quoi répondre. Puis un soir, quelque chose arriva qui la brisa complètement. Mariam disparut. Aïcha pensait que sa fille jouait dehors avec les voisins comme d'habitude. Mais après 1 heure, puis 2, puis 3, plus aucune trace. La panique envahit immédiatement tout le quartier. Les voisins sortirent. Les cousins cherchèrent partout. On fouilla les rues, les boutiques, les maisons. Aïcha hurlait le nom de sa fille dans les rues en pleurant. Puis finalement, un jeune garçon du quartier vint dire qu'il avait vu Mariam près du cimetière. Quand Aïcha arriva là-bas en courant, elle trouva sa fille assise seule devant la tombe de sa grand-mère, calme, comme si elle attendait quelqu'un. Aïcha s'effondra immédiatement devant elle. « Mariam, mais tu es folle?
pourquoi tu es venue ici seule? La petite la regarda calmement avant de répondre. Mamie voulait me parler. Aïcha sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mariam répondit doucement. Elle a dit que tu dois arrêter de mentir. Cette nuit-là, Aïcha craqua complètement. Elle s'enferma dans sa chambre et pleura pendant des heures. Puis, pour la première fois, elle parla à voix haute. Oui, elle avait pris l'argent. Oui, elle avait menti. Oui, elle avait laissé toute la famille se soupçonner entre elles. Elle répéta plusieurs fois. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Mais même après cet aveu dans le noir, la paix ne revenait pas. Quelques jours plus tard, elle décida finalement d'aller voir une vieille femme du quartier, connue pour ses connaissances spirituelles. Une femme discrète que beaucoup consultaient en secret. Quand Aïcha termina son histoire, la vieille reste silencieuse très longtemps avant de dire « Tu n'as pas seulement pris de l'argent, tu as touché à quelque chose de sacré. » Aïcha éclata en sanglots. « Je voulais juste sauver mes enfants. » La vieille hocha lentement la tête. Le malheur commence souvent avec une bonne raison. Puis elle ajouta, « Les morts supportent parfois la pauvreté, mais rarement le manque de respect. » Aïcha sentit une boule énorme dans sa gorge. « Que dois-je faire? » « Dire la vérité, devant tout le monde, » lui dit la vieille femme. Aïcha secoua immédiatement la tête. « Non, ils vont me détester. »« Et toi? » demanda calmement la vieille. « Combien de temps encore vas-tu réussir à vivre en te détestant toi-même? » Cette phrase détruit les dernières défenses d'Aïcha. Quelques jours plus tard, Ibrahim fit une nouvelle crise d'asthme, si grave que les médecins parlèrent d'un danger réel. Assise seule dans le couloir de l'hôpital, Aïcha comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Le dimanche suivant, elle réunit toute la famille. Personne ne comprenait pourquoi. Le salon était rempli, l'atmosphère lourde. Puis Aïcha commença à parler. Sa voix tremblait tellement qu'on avait parfois du mal à l'entendre. Et finalement, elle avoua tout. Les 500 000 francs, les dettes, la peur, les mensonges. Le silence qui suivit fut terrible. Certaines femmes commencèrent à pleurer. Son oncle quitta la pièce sans parler. Sa fille, sa cousine injustement accusée pendant des semaines, explosa de colère. « Tu nous as laissé nous détester entre nous à cause de toi? » Aïcha pleurait tellement qu'elle avait du mal à respirer. « Je voulais juste protéger mes enfants. » Puis sa tante Mariama prononça une phrase que personne n'oubliera jamais. « Tu n'as pas seulement volé de l'argent, tu as sali le départ de ta propre mère. » Aïcha sentit son cœur se briser, parce qu'au fond d'elle, elle savait que c'était vrai. La famille exigea qu'elle rembourse l'argent intégralement. Mais Aïcha n'avait plus rien. Alors pendant presque 2 ans, elle vendit tout ce qu'elle possédait, ses bijoux, ses meubles, même certains vêtements. Elle prit des petits boulots partout, nettoyage, cuisine, ménage. Parfois, elle dormait seulement 3 heures par nuit. Mais petit à petit, elle remboursa chaque franc. Et étrangement, plus elle remboursait, plus certaines choses semblaient se calmer. Les cauchemars diminuaient. Mariam arrêta de parler de sa grand-mère. Ibrahim retrouva progressivement la santé, comme si le poids qui écrasait leur maison depuis des mois commençait enfin à partir. Mais Aïcha, elle, ne retrouva jamais complètement la paix intérieure, parce qu'elle comprit quelque chose ce jour-là. Certaines erreurs ne détruisent pas seulement les finances, elles détruisent la confiance, les liens familiaux, l'image qu'on a de soi-même. Aujourd'hui encore, dans ce quartier, certaines personnes racontent cette histoire quand quelqu'un parle d'utiliser l'argent destiné aux morts pour régler des problèmes personnels. Et les anciens disent toujours la même phrase. L'argent des funérailles n'appartient plus aux vivants. Les années passèrent. Extérieurement, la vie d'Aïcha semblait s'être calmée. Elle avait fini par retrouver un travail dans une petite boutique du centre-ville. Ibrahim allait mieux. Mariam grandissait normalement. La famille avait recommencé à lui parler, doucement,
sans jamais vraiment oublier ce qui s'était passé. Mais certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Et Aïcha le sentait. Chaque fois qu'elle passait devant le cimetière où sa mère était enterrée, elle baissait instinctivement les yeux. Chaque fois qu'un décès arrivait dans le quartier et que les gens commençaient à cotiser pour les funérailles, elle ressentait un malaise immense dans sa poitrine, comme si son corps lui rappelait encore: tu as franchi une ligne qu'on ne franchit pas. Même ses relations familiales ne devinrent jamais totalement normales. Sa tante Mariama resta distante jusqu'à la fin. Son oncle ne reparla presque jamais avec elle comme avant. Et Safi lui pardonna un jour, mais leur relation ne retrouva jamais complètement la confiance qu'elles avaient autrefois. Parce que parfois le pardon existe, mais les conséquences restent. Et ça, Aïcha allait le comprendre encore plus profondément quelques années plus tard. Un soir, Mariam entra de l'école, en silence. Elle semblait bouleversée. Aïcha lui demande plusieurs fois ce qui n'allait pas avant que la petite finisse par répondre: à l'école, quelqu'un a dit que tu avais volé l'argent de mamie. Aïcha sentit immédiatement son cœur se serrer. Même après toutes ces années, les gens parlaient encore. Les enfants du quartier avaient entendu leurs parents discuter. Les rumeurs avaient survécu. L'histoire était devenue une sorte de leçon que les adultes racontaient discrètement. Et maintenant, ses propres enfants portaient eux aussi le poids de sa faute. Cette nuit-là, Aïcha pleura encore, pas comme avant, pas avec panique, mais avec cette tristesse lourde des gens qui comprennent enfin que certaines décisions continuent de vivre longtemps après le moment où elles ont été prises. Quelques semaines plus tard, elle décida de faire quelque chose qu'elle repoussait depuis des années. Elle alla seule au cimetière voir la tombe de sa mère. Le soir commençait à descendre doucement. Le vent faisait bouger les arbres autour des tombes. Aïcha s'agenouilla lentement devant la pierre. Pendant plusieurs minutes, elle resta silencieuse. Puis finalement, elle parla. Maman, je sais que je ne pourrai jamais changer ce que j'ai fait. Sa voix tremblait. Je sais que j'ai sali ton départ et je vais probablement porter cette honte toute ma vie. Elle essuya ses larmes. Mais je veux que tu saches une chose. Je n'ai jamais voulu te manquer de respect. Le silence du cimetière semblait encore plus lourd avec ces mots. Puis elle ajouta doucement: j'étais juste fatiguée. J'avais peur et j'ai pris une décision qui a détruit beaucoup plus que je ne voulais sauver. Aïcha éclata alors en sanglots. Pas des pleurs de panique, pas des pleurs de culpabilité comme avant, mais des pleurs de vérité, des pleurs de quelqu'un qui avait enfin arrêté de fuir ce qu'elle avait fait. Quand elle releva la tête, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une vieille femme était assise quelques tombes plus loin. Elle la regardait calmement depuis quelques minutes. Aïcha essuya rapidement ses yeux, gênée. Mais la vieille femme lui dit simplement: les morts voient le cœur des vivants mieux que les vivants eux-mêmes. Aïcha resta silencieuse. Puis la vieille continua: ta mère connaissait déjà ta souffrance avant même que tu prennes cet argent. Aïcha sentit une nouvelle vague de larmes monter. Alors pourquoi j'ai autant souffert après? La vieille femme regarda la tombe avant de répondre calmement: parce qu'il y a des erreurs que la vie nous oblige à ressentir profondément, pour qu'on ne les répète jamais. Puis elle se leva lentement. Avant de partir, elle ajouta une dernière phrase: la culpabilité peut détruire une personne, mais elle peut aussi la transformer. Et elle partit. Aïcha resta seule devant la tombe pendant encore longtemps. Le vent soufflait doucement autour d'elle. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose qui ressemblait un peu à de la paix. Pas parce que tout était réparé. Certaines choses ne se réparent jamais complètement, mais parce qu'elle avait enfin arrêté de mentir aux autres, à sa famille et à elle-même. Aujourd'hui encore, dans ce quartier, les anciens racontent parfois l'histoire d'Aïcha aux plus jeunes. Pas seulement pour parler de malédiction, pas seulement pour faire peur, mais pour rappeler une chose importante. La pauvreté peut pousser quelqu'un au désespoir. La peur peut pousser quelqu'un à faire des choix terribles. Mais certaines choses restent sacrées, malgré tout. L'argent des funérailles,
la confiance de la famille, le respect des morts et surtout, un seul mauvais choix pris dans un moment de désespoir peut parfois changer toute une vie. Et souvenez-vous, certaines fautes disparaissent avec le temps, mais d'autres restent silencieusement dans le cœur pour toujours. Selon toi, Aïcha était-elle une mauvaise personne ou juste une femme désespérée?